Retour sur le plateau de BFM Politique avec Arnaud Montebourg, le ministre de l'Industrie, du redressement productif, cher Arnaud Montebourg. Et avec nous, Arlette... Moi, ça commence bien. Charlotte Chaffanjon du Point. Vous aimez le Point, vous? Ça dépend. Ah oui, ça commence. Charlotte Chaffanjon, c'est à vous. Bonsoir, Arnaud Montebourg. Vous aviez créé en octobre 2011 la surprise pendant la primaire. Vous étiez arrivé dans la 3e position avec 17% des voix. Vous aviez fait campagne sur une idée forte, la démondialisation. Maintenant, vous êtes ministre du redressement productif. Est-ce que vous vous battez toujours pour la démondialisation? Est-ce que c'est un thème que vous continuez à porter? Oui, la bataille culturelle pour le Made in France, c'est la démondialisation en actes. C'est amener finalement les consommateurs à préférer les produits français, les aimer. Et d'ailleurs, je vois que nous avons un mouvement de société très profond qui commence à s'inscrire. 95% des Français, acheter un produit français est un acte citoyen qui permet de soutenir l'industrie nationale. Vous en parliez du Made in France dans le bouquin sur la démondialisation? J'appelais ça le renouveau productif. Oui, c'est pas le même. Le patriotisme économique. Ouais. Mais pas seulement chez... c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ça résume finalement cette espèce de mouvement qui s'est emparé des gens, la marinière, chacun considère qu'il a une part de responsabilité qui d'ailleurs est variable selon ses moyens, bien sûr. Chez les producteurs aussi, il y a un mouvement de relocalisation vers le sol français sur nos bases industrielles. L'accord de Renault d'ailleurs a été une bataille entre les partenaires sociaux et avec le gouvernement à leur côté pour obtenir la relocalisation. C'est un événement historique pour l'entreprise Renault. Renault ne produit plus que 500 000 véhicules sur le sol français. Là, on va remonter à 710 000 à horizon 2016. 200 000 véhicules de plus pour toute l'industrie sous-traitante, pour les salariés de Renault, pour les sites de Renault en France. C'est un progrès. Et d'ailleurs, Atoll, Smoby, combien d'autres d'entreprises font des choix de relocalisation parce qu'ils refont leurs calculs. Mais vous parlez de démondialisation. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire rapprocher les lieux de production des lieux de consommation, c'est la démondialisation. D'ailleurs, je vais vous dire, je suis un démondialisateur engagé par des actes concrets. Voilà. Et la bataille pour le Made in France, c'est la bataille pour le rapprochement des lieux de production, des lieux de consommation. C'est le refus du low cost. Ça, c'était nos prédécesseurs. Le laisser-faire sur le plan industriel, on laissait les trains de délocalisation passer et on laissait le low cost s'installer. Le low cost, c'est des produits de mauvaise qualité fabriqués avec des esclaves à l'autre bout du monde ou sous-payés. Nous préférons la qualité, la montée en gamme et l'amour que les Français portent à leur industrie. Voilà. Vous aviez, il y a 3 mois, failli démissionner du gouvernement. C'était au moment de votre proposition de nationaliser de façon transitoire Florange. Jean-Marc Ayrault ne l'avait pas accepté. Bon, sur la forme, vous avez senti touché. Sur le fond, est-ce que 3 mois et demi plus tard, vous avez toujours le sentiment qu'il y a au gouvernement 2 lignes, une interventionniste et une qui serait plus libérale? Ou est-ce que vous avez un petit peu revu votre vision? Il y a une synthèse, c'est-à-dire qu'il y a un débat permanent sur l'équilibre entre des positions qui sont divergentes. Mais ça, c'est dans n'importe quelle famille. Vous mettez 3 personnes autour de la table, il n'y en a pas un d'accord. Il faut se mettre d'accord pour, par exemple, éduquer les enfants, choisir le lieu de l'école. C'est comme ça. La méthode, quand même. Ça s'appelle la collégialité, non? C'est constitutionnel. Ça s'appelle un conseil des ministres. C'est ce que vous apprenez à l'exercice du pouvoir? Non, mais ça ne s'apprend pas, c'est instinctif. Pourquoi? Parce qu'on discute de positions. Et puis, on les arbitre. Quand c'est arbitré, c'est arbitré. Voilà. D'accord, donc finalement, Florange ne peut plus se reproduire ça peut se reproduire parce que le président de la République a lui-même d'ailleurs fait savoir, je l'ai même dit moi-même avec son autorisation, que la question des nationalisations temporaires était un outil qui restait sur la table s'il en était besoin. Et je puis vous indiquer que si nous n'avons pas d'autre solution que de procéder ainsi, nous ferons comme toutes les nations du monde qui procèdent aujourd'hui dans tous les secteurs industriels à des nationalisations. Vous avez un dossier précis concerné par ça ou pas? Écoutez, j'ai surtout regardé ce qui s'est passé, par exemple, au Japon, qui vient de nationaliser pour 2 milliards une entreprise de semi-conducteurs. Ce qui s'est passé en Chine, en Indonésie. On vient de voir une entreprise d'aluminium. Si ça se reproduit, je le défendrai. Il n'y a pas de dossier auquel vous pensez qui Je suis contre les idéologies dogmatiques. Et je pense que la nationalisation temporaire est un outil pragmatique qui permet d'éviter la destruction d'outils industriels quand le marché ne le justifie pas. A priori. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Quand j'en aurai un, je vous appelle, M. Akil. Sur vous, Monsieur Montebourg, vous avez parlé tout à l'heure déjà de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que, qui est de plus en plus violent vers le gouvernement, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, au moment de votre victoire présidentielle, lui tendre la main pour l'avoir avec vous? Et est-ce que ça n'aurait pas été un soutien important dans la majorité, plutôt que finalement le laisser
le laisser comme ça bâtir une opposition un peu violente? Il y a beaucoup de choses à discuter avec tous les partis de gauche. Et d'une manière générale, nous sommes dans une période très difficile. Je pratique moi-même l'unité nationale, c'est-à-dire nous essayons de mettre tout dans tous les dossiers autour de la table, le patronat, les syndicats, les banquiers. Et nous avons toujours des élus de droite et de gauche, parfois communistes, mais nous arrivons à trouver des accords, je vous assure. Donc il est parfaitement possible dans cette période difficile de se serrer les coudes, de s'entraider, de coopérer. C'est ce que vous lui demandez à Jean-Luc Mélenchon ? Pour trouver des solutions. Je pense que c'est de sa responsabilité aussi de rechercher des points d'accord avec nous. Regardez, on a tous des désaccords. Il faut les surmonter. C'est ce que moi je fais tous les jours dans le gouvernement. On a tous des désaccords, c'est normal. Eh bien, essayons de le faire aussi ensemble. La France en a besoin, et c'est ce qu'elle appelle. Il y a radicalisation dans le discours politique, on l'a vu, et sur le terrain également. On avait vu, rappelez-vous, les Goodyear à Rueil. Ça ne vous inquiète pas, ça, à votre gauche, de voir que le ton se durcisse ? Je crois qu'il faut maintenir le dialogue. Et je m'emploierai à chaque instant à le maintenir, à discuter. Ça marche pas. Ça marche pas, si, parce que d'une certaine manière, moi je discute avec les syndicalistes de Goodyear, bien sûr. Je discute avec les syndicalistes de Fralib. Je discute, s'ils le veulent bien, en tout cas moi je leur proposerai toujours, avec les syndicalistes de PSA Aulnay. Nous en avons besoin, et y compris avec les directions respectives. Voilà. On a besoin de se causer, comme on dit dans mon pays. Voilà. On entend beaucoup d'élus socialistes et même des ministres juger que le Parti socialiste se penche trop sur les questions sociétales, le droit de vote des étrangers, le mariage pour tous, et pas assez sur les questions économiques et sociales sur lesquelles vous bataillez régulièrement. Est-ce que le Parti socialiste vous manque aujourd'hui ? Je crois qu'il est difficile pour moi d'accepter ce constat, car moi je suis à la tête d'un ministère de combat qui mène une lutte permanente avec tout le monde, toute la société. J'ai engagé d'ailleurs des comptes rendus de mandat ministériels sur le terrain. J'étais à Saint-Chamond dans la semaine qui vient de s'écouler. J'étais également à Maubeuge. On discute. Je vais sur le terrain, comme il y a des comptes rendus de mandat pour les élus locaux, j'ai décidé de faire des comptes rendus de mandat comme ministre pour m'expliquer devant la population qui vient librement. Ce n'est pas que des réunions d'entre-soi. Et il y a du monde, les gens posent des questions très difficiles parce qu'il y a des difficultés dans notre pays, mais en même temps, c'est l'occasion de garder le contact avec la population. Donc nous voyons bien que les questions industrielles sur lesquelles nous nous battons sont stratégiques et fondamentales. Et donc, il n'y a pas de diversion sociétale. Vous voyez ce que je veux dire. Mais vous êtes dans une période un petit peu difficile. Le Parti socialiste, celui qu'on entend, c'est vrai, s'exprime beaucoup sur le mariage, le droit de vote, etc. Et il y a on n'entend pas vraiment en soutien du gouvernement. En complément, si vous le permettez, il est bon ou il n'est pas bon, Harlem Désir, à la tête du parti ? C'est le premier secrétaire. Il fait son travail et il s'exprime. Mais vous voulez que je distribue des bons points, les mauvais points. Non, pourquoi pas ? Je refuse sur le MEDEF. Je ne peux pas passer ma vie à ça. En revanche, ce que je sais, c'est que le Parti socialiste s'exprime sur les questions industrielles. Et il y a une très bonne secrétaire nationale à l'industrie qui s'appelle Madame Juliette Méadel qui s'exprime sur ces questions. C'est dommage, vous devriez l'inviter. Elle aurait beaucoup de choses à vous dire. Parce que c'est vrai qu'on entend même jusqu'au Parti socialiste certains dire là il nous manque des Nadine Morano et des Frédéric Lefebvre période UMP parce que quand on est en difficulté, nous on est au gouvernement, on a absolument besoin de se concentrer sur nos dossiers. C'est pas à nous de faire le boulot de riposte à l'opposition. Je ne suis pas sûr que nous ayons besoin de Nadine Morano et de Frédéric Lefebvre. Je ne le crois pas. Non, c'est à la bannière de. Ah bon, c'est la question. Je n'avais pas compris votre question. Des snipers, quoi. Enfin, vous voyez un peu. Moi, vous avez connu l'opposition. Je pense que nous sommes dans une situation. Que vous étiez avant, Arnaud Montebourg. Non, je n'étais pas de ce genre. La comparaison n'est pas très flatteuse. Et là, je viens sur le principe. d'encaisser un mauvais coup de votre part, mais je garde le sourire. Je veux juste vous dire que nous sommes dans une période extrêmement critique. On a besoin du débat public. On n'a pas besoin de la vocifération, des insultes. On a besoin du débat public. Et donc, de construire un minimum de compréhension mutuelle pour que nous avancions et nous sortions la France de la difficulté dans laquelle elle est. Elle est en grave difficulté. Quand vous étiez au Parti socialiste, vous êtes battu contre Jean-Noël Guérini dans les Bouches-du-Rhône pour la rénovation du Parti socialiste. Il a une deuxième fois en 2 ans été mis en examen début mars. Il vient d'annoncer qu'il était à nouveau candidat à sa succession au Conseil général des Bouches-du-Rhône. Le PS a mis la fédération sous tutelle. Est-ce que c'est suffisant ? Écoutez, d'abord, mieux vaut tard que jamais.
Je pense qu'il faut faire une opération de ménage généralisée dans les Bouches-du-Rhône à gauche. En tout cas, moi, je l'ai préconisé il y a bien longtemps dans un rapport qu'on m'a suffisamment reproché, mais je ne regrette rien et n'enlève pas un mot de ce que j'ai écrit. J'étais à l'époque chargé de la rénovation dans mon parti. Je crois que les choses ont été dites, elles n'ont pas été faites. Donc maintenant, on y vient, tant mieux. Je crois que le moment est venu de vraiment faire le ménage et de se débarrasser de ces élus qui considèrent que la politique est une utilité personnelle. Mais quand on voit que c'est déshonorant pour le Parti socialiste. Jean-Noël Guérini ne doit pas pouvoir se représenter au Conseil général. Ah ben ça, de toute façon, il devra avoir un candidat socialiste contre lui un vrai, qui soit au-dessus de tout soupçon. Quand on voit que Jérôme Cahuzac a démissionné alors qu'il n'est même pas mis en examen et M. Guérini est toujours en poste, est-ce qu'il devrait donner sa dème ? Mais je l'ai demandé à de multiples reprises, mais l'intéressé s'accroche comme la bernique au rocher. Donc il y a des moments, il faut bousculer le rocher pour se débarrasser de la bernique. Le PS bouscule le rocher, c'est ça l'idée. Voilà, c'est ce que j'ai demandé, préconisé. La mise sous tutelle est déjà un pas intéressant. On sent que le rocher va bouger. Très bien. Charlotte, encore une question ? Sur Jean-Noël Guérini, bah écoutez... Ça y est, c'est bon. Et qu'est devenu monsieur 17%, au fait ? Eh bien, il est devant vous. Oui. Et il défend des positions... Vous vous souvenez, la primaire socialiste, vous étiez sorti en vainqueur de cœur de cette élection, quasiment. Oui. Vous étiez un homme en vogue. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours le même ? Est-ce que vous incarnez toujours ces valeurs un petit peu à la gauche du PS tout de même ? Je ne dirais pas à la gauche du PS. Ça, je crois que c'est une caricature. Je défends la reconstruction de l'esprit républicain. Je le fais dans le domaine qui m'a été confié, qui est un domaine passionnant, difficile, mais passionnant. Je le fais en défendant les mêmes convictions que celles dans lesquelles je me suis exprimé dans mon livre-programme. Il y avait à l'époque un chapitre qui s'appelait « Le renouveau productif ». Eh bien, bon, c'est pas tout à fait le renouveau, c'est le redressement productif. Voilà la mission qui m'était confiée. Sur les mots, Arnaud Montebourg. Non, parce que si vous lisiez ce chapitre, vous reconnaîtriez beaucoup de ma politique. La bataille pour le Made in France en fait partie. Vous n'avez pas l'impression d'avoir fait des concessions trop importantes ? Écoutez, il y a un certain nombre de décisions importantes qui se situent au plan européen, sur lesquelles nous devons continuer à nous battre. Je le dis chaque jour au président de la République et au Premier ministre, nous devons nous battre pour réorienter l'Union européenne qui fait fausse route, qui organise en quelque sorte l'Europe en maison de redressement, s'il n'y a pas de croissance. Donc il est nécessaire de faire bouger l'Europe. C'est le nouveau rocher. En voilà un. Il est beaucoup plus gros celui-là. Attention de ne pas le pousser tout le temps. Merci à vous, Charlotte Chaffonjon. Dans un instant, le face-à-face avec Pierre Gattaz, le président du groupe des fédérations industrielles. À tout de suite.